Eh ben, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, c'est cet épisode interview où j'ai la chance d'inviter une prof de yoga, de pilates, une expert qui est de plus en plus en train de grandir dans son expertise. On se connaît depuis quelques mois, quasiment, enfin même depuis un an, Joséphine Bellavoine, qui va se présenter et puis on aura l'occasion de parler surtout d'un parcours aussi bien sportif que passionné de mouvement, de yoga, également d'amélioration des performances à travers le corps, à travers des régulations. Et puis tout simplement, je te laisse juste te présenter déjà, Joséphine. Oui, merci Julie, bonjour à tous. Je m'appelle Joséphine, je suis professeure de yoga et aussi pilates. Et je suis passionnée par la course à pied. Depuis toute petite, j'ai été à l'athlétisme, j'ai fait des compétitions. Je me suis intéressée aussi au trail, aux longues distances, semi-marathon. Et puis du coup, la performance était en moi déjà très jeune. Et ça a aussi été mon moteur pour garder la motivation. Mais avec le temps, c'est vrai que mon corps a changé. J'avais besoin aussi de découvrir d'autres sports. Avec la course à pied, je me suis intéressée au yoga, qui était très complémentaire. Donc le yoga est venu à moi. Je voulais juste faire moins, mais être plus à l'écoute de mon corps. Depuis que le yoga est rentré dans ma vie, j'ai voulu transmettre cette passion aux coureurs. Mais alors au début, c'était pas aux coureurs, c'était aux personnes lambda qui s'intéressaient au yoga. J'ai trouvé un vrai amour à transmettre. Et puis quelques années plus tard, j'ai découvert le Pilates. Donc c'est quelque chose qui m'a aussi apporté, quelque chose de plus profond, plus différent aussi que le yoga. Les formations de yoga, de pilates m'ont permis de transmettre, d'être aussi rigoureuse dans mon apprentissage et aussi dans le respect de l'anatomie de l'autre. Donc voilà, aujourd'hui j'enseigne le pilates, le yoga et je me spécialise pour les coureurs. J'accompagne... On va justement en parler de toute façon dans les questionnements. Mais déjà, ce que je voulais introduire, c'est vrai que en fait, souvent comme ça, dans la logique, on va parfois dissocier le yoga qui a eu une connotation très détente, c'est de la relax et la performance. Alors que en fait, de plus en plus de compétiteurs, moi aussi, je suis sportive, j'ai fait de la course à pied, j'ai beaucoup de connaissances qui font aussi des compétitions, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, cette discipline s'intègre pleinement et entièrement dans une logique de performance, parce que on sait bien, le système nerveux, la récupération, tout ça, on l'a abandonné très longtemps dans un système d'ultra performance, sauf que on est arrivé à des extrêmes où on a aussi beaucoup de sportifs qui se sont blessés, aussi qui ont eu des problématiques aussi des problématiques de dépression, des problématiques d'aller au-delà de leurs limites, mais bien au-delà. Et justement, le yoga et le pilate aussi pour la régulation aussi, motrice, apporte énormément de clés. Et je pense qu'il y a plein de pans comme ça d'activités, plein de pans de sport ou autres, ou de disciplines qui commencent à s'intéresser à cette pratique parce que justement, il y a des ponts énormes et surtout des améliorations énormes sur les objectifs qu'on peut avoir. Ouais. Donc justement, Joséphine, aujourd'hui, tu travailles avec des sportifs, tu travailles même avec des sportifs de haut niveau maintenant. Et qu'est-ce que ça te demande qu'est-ce que ça demande selon toi d'être une prof de yoga capable de les accompagner? Alors, travailler avec des sportifs, c'est une autre dimension dans le sens où il faut être encore, même je dirais, encore plus à l'écoute parce que il faut s'adapter à leur emploi du temps. Quand c'est des athlètes, il faut s'adapter aussi à leur vie de famille s'ils ont des enfants. Donc l'adaptabilité aussi très importante pour les accompagner. Et puis je pense qu'il y a aussi cette
cette exigence, parce qu'ils sont aussi très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, et puis aussi très sollicités parfois auprès de d'autres types d'accompagnement. Et justement, c'est sportif aussi, je pense, d'accompagner, et aussi cette exigence amène encore plus de savoir. Après, ce qui est intéressant et ce que tu partageais, c'est que c'est vrai que c'est un parcours que toi-même t'as eu durant tes dernières années, et qui viennent pleinement. En fait, tout est aligné à peu près par rapport à ce qui t'a plu, à ton parcours, et en tout cas, c'est un bel axe, je trouve, de vouloir contribuer aussi à des gens qui sont dans la performance quand tu en as goûté aussi, plutôt que d'aller faire des choses en studio. Tu nous parleras après de tes précédentes activités sur Paris ou autre. Et du coup, je reviens un petit peu à ça, mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, instinctivement dans cette spécialisation, et est-ce que tu t'es reconnu personnellement dans cette quête de dépassement de soi, ou de revenir au corps autrement? Qu'est-ce qui s'est animé pour te dire allez, je me lance auprès de ce public? C'est vraiment le fait de revenir à soi. Alors, on pense qu'en faisant du sport, on arrive à prendre le temps pour soi, on arrive à déconnecter, mais le besoin de revenir à un corps, mais autrement. Alors, j'ai toujours été fascinée par leur façon d'être intensif avec eux-mêmes aussi. De les voir en dehors, ils recherchent toujours la performance en fait, et je m'y suis beaucoup reconnue parce que j'ai longtemps cherché à faire toujours plus, à repousser toujours mes limites, à faire des meilleurs temps dans mes courses, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait revenir au corps, ça va permettre de repousser tes limites différemment. Le yoga, ça m'a aidé aussi à trouver un chemin où j'avais envie de transmettre. Donc cette quête de dépassement, mais plutôt différent, plutôt lié aussi au mental, parce que le mental pour un sportif est, je pense, 80%, même 90% de la réussite. Voilà un petit peu ce qui m'a attirée. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est toujours la performance. Même moi, dans mes coachings, on a aussi bien le côté d'être, parce que c'est important de mettre en place, enfin, la personne est hyper important, qui elle est, son identité, etc. Et il y a aussi une question de performance, c'est-à-dire il y a une attente de résultat. Et c'est un peu comme les compétiteurs, c'est souvent quand on amène les personnes, et c'est extrêmement difficile au départ quand quelqu'un veut vraiment un résultat, à se détacher un petit peu du résultat et juste faire ce qu'il doit faire pour aller encore plus loin dans ses résultats. Et le sportif, c'est souvent ça, quand il commence il visualise, enfin, il va faire un travail de préparation, que ce soit physique, mental, etc. Et puis à un moment, de toute façon, il faut qu'il soit plus dans le moment présent, plutôt que d'être déjà accroché au résultat pour aller encore plus loin que ce qu'il imaginait, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, ouais, carrément. Et enfin, j'ai longtemps étudié dans le coaching de performance quand j'ai fait mes études il y a 6 ans. C'était vraiment ce côté en fait très yang qu'on nous a appris. Voilà, c'est ces principes. Il faut aller au-delà. Il y a plein de règles très très strictes. Alors que souvent, quand on est déjà dans une personnalité de performance, comme c'était le cas pour toi, et puis quand on a cette personnalité, on change pas forcément, mais on s'adapte. Ouais. En fait, c'est parfois le but, c'est de savoir lâcher prise aussi. Et quand on a déjà ça, c'est on sera toujours dans la performance. Par contre, si on arrive à ralentir un moment, ça permet d'accélérer encore plus dans les moments charnières d'une performance ou d'une compétition, quoi. Et j'aimerais juste rebondir là-dessus parce que ça résonne énormément en moi. Il y a une méditation que j'avais faite et tout pour eux, parce qu'ils sont beaucoup dans le faire, comme tu dis, dans le yang, et apprendre peut-être à être dans l'être pour être dans le faire et ensuite dans le avoir. On attire ce qu'on est, on attire ce qu'on fait. Donc être, faire, avoir, c'est vraiment remettre étape par étape ça dans la tête, quoi, en fait. Ouais, je le partage. Et puis de toute façon, si t'es déconnecté de qui tu es, souvent, c'est là que tu pètes un câble, hein. Clairement. Hein. Parce que faire, tu sais, j'ai le nombre de compétiteurs qui ont fini en dépression, et c'est de plus en plus aujourd'hui. On en parle de plus en plus.
Il y a des gens qui en parlent de plus en plus. Il y a des films, il y a des interviews, il y a même des sportifs de haut niveau qui sont reconvertis, qui osent maintenant parler parce que pour eux c'était l'échec de leur vie, alors qu'ils avaient été des fois champions du monde ou autre. Et c'est vrai parce que parfois on néglige trop l'être au profit du faire, alors que si on veut rester dans la durée et puis avoir des bonnes performances jusqu'au bout, il faut aussi intégrer ça, quoi. Ouais. Et justement, comment tu fais, toi, concrètement, pour amener ces sportifs à intégrer aussi du yoga dans leur... on parlait dans une culture de faire plus. Comment aujourd'hui t'arrives à les sensibiliser, à leur donner envie de se mettre aussi à une autre façon de concevoir leur entraînement, leur semaine? Ouais, c'est une bonne question parce que ça m'a mis du temps à comprendre aussi comment j'allais venir vers eux. En fait, c'est des personnes qui, simplement, il faut toujours aller vers eux, donc parler de leur corps, parler de leurs sensations, c'est leur moteur, hein. Et puis au début leur performance, et petit à petit je les amène vers la respiration. Donc c'est vrai que la respiration, c'est assez, ils sont assez éduqués dans le sens où ils ont besoin d'une bonne respiration, d'ouvrir leur cage thoracique pour mieux courir, mieux respirer, c'est aussi mieux aller plus vite, mieux performer. J'essaie au mieux de parler dans leur langage. On parle foulée, on parle. Je les guide aussi vers une écoute, comme on disait tout à l'heure, du système nerveux qu'on connaît maintenant. Beaucoup de gens connaissent et ils le savent. Je pense que leur coach aussi et leur kiné leur en parlent du système. Alors, je fais juste une parenthèse parce que moi j'étudie la somatic experiences qui travaille beaucoup sur le système nerveux. On connaît la théorie du système nerveux, mais très peu de gens l'expérimentent. C'est vrai que l'expérimenter, c'est en plus avec le breathwork, tout ce qui est respiration. Je pense qu'à partir du moment où on en fait et régulièrement, le fait de se poser même 5 minutes, de respirer, on peut tous faire l'expérience. Même après 5 minutes, on remarque un peu plus de clarté, un peu plus de concentration aussi sur les choses. Donc le réguler, je pense que c'est encore plus difficile de nos jours à le faire. En fait. Mais c'est sûr que c'est quelque chose, au-delà de l'apprendre, c'est ce que je te disais, c'est vrai que de faire l'expérience avec toi, par exemple, ils ont de la chance de faire l'expérience avec toi sur des exercices ou autres, c'est pas du tout la même chose en fait. Ça, on peut pas l'exprimer, on peut pas l'expliquer quand on le comprend, comment le mécanisme, comment ça fonctionne. Ouais, et je pense que toute personne, même prof de yoga, ont besoin d'un prof, ont besoin d'un coach, on a tous besoin de ça. Tout le monde, d'ailleurs. En fait, c'est marrant parce qu'en France, on se pose la question de ça, mais tu vas aux États-Unis, par exemple, les gens ont des coachs pour tout parce qu'ils se rendent compte de l'utilité d'être guidés, d'avoir un socle, d'avoir un soutien vers des objectifs, vers des projets de vie, etc. Donc pour eux, c'est juste normal en fait. Mais chez nous encore, c'est encore ça se devient de plus en plus, mais ça a été très très controversé au démarrage. Et là, il y a de plus en plus de gens qui voient l'utilité sur une période donnée de pouvoir ou dans une envie de développement à long terme, d'avoir des accompagnements pour justement passer ces étapes que seul, surtout quand on est dans le système nerveux, la première chose qu'on va faire si tu travailles sur ton changement, c'est que tu as envie de te barrer ou c'est difficile en fait de faire ces exercices tout seul. Ouais. Bon, maintenant je te connais, je sais que tu es quelqu'un de très rigoureux dans ta transmission, dans tout ce que tu as appris, mais tu es aussi très à l'écoute de l'humain et derrière les sportifs. Donc ça, je pense qu'ils doivent vraiment apprécier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta manière, toi, d'enseigner? Qu'est-ce qui aujourd'hui, comment tu pourrais te caractériser dans ta façon de transmettre et d'accompagner les gens? Alors, comme tu l'as dit, c'est vrai que de nature, je suis très à l'écoute, donc ça m'a beaucoup aidé dès le début. Mais le fait d'être passionné aussi, le fait d'être passionné par le mouvement, par le corps, c'est ça qui me fait tenir, qui m'amène le jus, ma recharge. Mais chaque personne est différente, donc le fait aussi d'avoir l'œil sur chaque corps, et ça se travaille,
observer le corps, analyser le corps, comment il marche, leur posture. Donc ça, je le travaille encore, hein, parce que bon, j'ai pas non plus eu beaucoup On travaille toujours. Ouais, je travaille toujours. Donc je travaille sur l'humain, enfin sur le corps, mais aussi sur voir chaque opportunité, quand je vois chaque corps, c'est une opportunité d'apprendre parce qu'on est vraiment tous différents. Même si des fois on a peut-être, quand on voit des coureurs, je travaille avec des coureuses, on a souvent les épaules remontées, on a souvent les hanches verrouillées, donc je vois à quoi m'attendre, mais il y a des blessures, il y a quoi que ce soit, donc observer, c'est vraiment ma façon de former. Je teste aussi pas mal de choses. Des nouveaux mouvements, j'essaie d'allier aussi le pilate avec le yoga parce que je pense que les deux ensemble ça peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, comprendre leur réalité, comprendre chaque besoin, et tu me l'as fait bien aussi comprendre que il fallait que je connaisse ma cible par cœur, que je me mette à leur place. Voilà, et moi j'adore aussi parler d'anatomie parce que je pense que quand on fait un sport ou même un mouvement, on doit comprendre quel muscle travaille. Donc je parle beaucoup de muscles, les zones du corps. Voilà, et j'insiste aussi sur la régularité. Voilà, la régularité, l'écoute, c'est comme ça que je fonctionne. Comme tu disais, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, mais déjà la première chose, c'est qu'on arrête de dissocier les pratiques. C'est-à-dire que tu vois, toi aujourd'hui, tu as eu un parcours de développement dans le yoga, on en parlera. Tu as intégré aussi j'appelle ça des outils, tu vois. Tu as l'outil yoga dans ton approche, tu as toi, qui est toi. Tu as l'outil yoga dans ton approche, tu as l'outil Pilates. Et en fait, avec tout ça, toi-même, tu vas en faire, tu vas avoir des références, des trucs, des choses qui vont, pour toi, qui vont sembler logiques que d'autres n'auront pas. Et justement, en effet, ces deux disciplines qui sont hyper complémentaires et de pouvoir, dans son parcours, dans l'expérience qu'on se crée, etc., de pouvoir y mixer un petit peu les deux outils pour aller travailler sur différentes choses. Moi je trouve ça super, et dans n'importe quelle discipline. Moi j'ai beaucoup de profs qui me disent tiens, je me suis formée dans ça, mais qu'est-ce que je fais? Tu peux tout faire, mais à ta façon, et surtout c'est toi comment tu vas interpréter ces exercices, parce que on a chacun, même si il y a des gens qui ont eu la même formation qui vont pas être du tout pareils. Ouais. Moi j'ai vu des personnes qui avaient les mêmes formations à l'époque quand je m'étais formée en yoga, le parcours qu'elles ont, on a tous des parcours totalement différents en fait. Et c'est justement ça, c'est le moment où tu commences d'élève et petit à petit tu vas commencer à devenir acteur de tes propres outils, et surtout par rapport aux personnes que tu veux accompagner, puis aussi par rapport à ta sensibilité à toi, à comment ça résonne en toi, comment ça a fonctionné aussi dans les gens que tu as accompagnés, etc., quoi. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et puis oui, connaître en plus, j'aime plus parler de cible. J'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière. J'aime bien parler des personnes qui résonnent le plus avec toi, en fait. Bon, ça, parce que quand tu décides on va parler de ça maintenant. À un moment, tu étais dans le yoga loisir plutôt, c'est-à-dire des gens qui viennent pour le loisir. Et je pense qu'à un moment, quand on a fait son expérience, qu'on a eu des centaines d'heures de cours, etc., on a envie d'aller un petit peu plus approfondir sur des gens qui sont plus intéressés, qui veulent aller voir autrement le yoga plutôt que juste tu vois, juste le mode Pilates juste pour me montrer. C'est pas une critique, mais à un moment, je pense, quand on est professionnel, on a envie d'aller un peu plus loin que ça. Ouais, et toi, c'est un peu ton parcours d'être passé par plein d'heures, plein des studios, en plus des studios super intéressants, hein, et maintenant d'avoir envie de faire quelque chose de plus aligné, quoi. Ouais, je rebondis parce que forcément il faut que j'en parle. Quand je suis passée par le yoga après, en parallèle de ma course à pied, je suis allée dans des très bons studios dans Paris parce que bon, il y a de la reconnaissance et tout, mais tout de suite j'ai revu de la performance. Tout de suite il fallait faire du handstand, tout de suite il fallait être sur les mains. Donc au début ça m'a plu, mais comme tu dis, au fur et à mesure de voir vraiment ce que c'est le yoga et surtout la philosophie, hein, on parle pas que des postures, la philosophie du yoga, de savoir s'écouter, de savoir faire moins
mieux ressentir, hein, je dirais même ça. Non, c'est quand même une grande différence et je le vois encore avec le Pilates où c'est très tendance et les gens confondent le fitness où il faut se donner à fond dans le cardio et puis le Pilates où c'est des mouvements lents contrôlés et on peut aussi très bien travailler. Donc ouais, c'est intéressant. C'est des pratiques qui peuvent plaire à tout le monde, mais ce qui est trop bien, c'est qu'on peut les attribuer à un moment de notre vie peut-être d'une façon différente, ouais. Bah toi justement, depuis qu'on travaille ensemble, c'était quoi pour toi le changement le plus significatif que tu as opéré dans ta posture professionnelle durant cette année là avec les formations très engageantes que t'as données, que tu as eu aussi en Pilates, etc. C'était quoi pour toi? Comment tu as ressenti ce changement? J'ai ressenti le plus gros changement, c'est le fait d'aller vers les autres, parce que en fait, quand on donne des cours au studio, on s'intéresse aux gens, mais en fait, les gens, on les voit pas, on les revoit pas forcément, surtout quand je vivais à Paris. Mais je commençais à m'intéresser aux sportifs, aux coureurs, de mieux les comprendre. Et tu vois, même si je faisais le même sport qu'elle ou qu'eux, même si on était des coureurs, certaines personnes ont des blocages, même des frustrations, on n'a pas même le même rapport au corps. J'ai appris à m'intéresser, être à l'écoute, encore plus à l'écoute, parce que je pensais que j'étais à l'écoute, mais être encore plus à l'écoute. Et aussi mettre un cadre dans ma vie, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'enseigne, et puis moi j'étais quelqu'un de très dispersé, je faisais beaucoup de choses à la fois, c'est un peu mon vice, donc des fois je m'oubliais même. J'apprends encore, j'essaye d'être alignée à moi, mon bien-être, et aussi avoir une posture plus professionnelle. Je pense que si on se donne un cadre, les gens le comprennent et on est tout de suite beaucoup plus, je dirais pas respecté, tu vois, mais comprise ou, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait ce qui est toujours c'est toujours la dualité parfois, surtout quand on est dans le bien-être. C'est je veux être bienveillant. Du coup, je pense pour être bienveillant, il faut que je dise oui à tout. Il faut que j'accepte tout. Il faut que je sois au service de tout le monde. Surtout quand on est aussi dans l'envie d'aider les gens. Et sauf que en fait, de faire ça, tu amènes de l'instabilité à ton propre client. C'est-à-dire que si toi-même tu poses pas un cadre, c'est pas à eux de poser un cadre en fait. C'est un client, il doit être suivi, ça doit être clair, il doit se sentir en confiance. Et en fait, on a souvent tendance, et je dis ça, j'ai été comme ça aussi. On a souvent tendance à faire une confusion entre être empathique et avoir vraiment l'envie d'aider quelqu'un et le fait de poser des cadres. Alors que tout peut être lié et au contraire, plus tu vas te cadrer toi-même dans ta posture, et aussi pour le bien de tes clients, d'avoir un encadrement qui soit sécure pour chacun, plus tu vas amener aussi de la confiance en toi et aussi de la confiance des autres en toi. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et ça, on l'apprend pas à l'école surtout. Et surtout quand on a grandi en il faut être gentil, ou après quand t'es quelqu'un, si t'es quelqu'un de sensible, t'essayes d'être sensible et d'être empathique pour que les autres t'apprécient aussi, de vouloir faire les choses bien. Tout ça, ça part toujours d'une bonne intention, sauf que ça peut devenir une prison quand on sait pas bien l'exploiter. Et j'en vois plein en fait, des personnes comme ça qui ont un énorme potentiel, sauf que émotionnellement, ça peut bloquer parfois aussi. De savoir, tiens, quelqu'un me sollicite, j'ai envie de dire oui, mais là, non, il faut pas. Au début, c'est hyper difficile, et après, tu comprends de plus en plus que le cadre, ça change beaucoup, beaucoup ta posture, et derrière, ça crée aussi des résultats pour tes clients. Ouais, je suis d'accord. Justement, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de profs, hésitent à se positionner avec plus de clarté pour assumer une spécialisation, une niche, comme on dit, ou un message. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, justement, de sortir de la confusion ou du j'ose pas
à te dire, allez, je me lance là-dessus? Il y a une phrase qui est tout le temps en moi, c'est qu'en fait, on peut pas plaire à tout le monde, quoi. Et que autant faire ce qu'on aime, autant choisir voilà une niche, un domaine qui nous plaît. Bon, moi, c'était la course à pied. Et puis voilà, c'est ok. Moi, je sais que des fois, bon bah, il y a quand je donne des cours collectifs, bon, des fois elles reviennent, des fois elles reviennent pas, et c'est pas grave, quoi. Dans tous les cas, en fait, moi, j'essaie de transmettre un message qui est pour moi vrai, le plus juste à ce moment-là de ma vie. Surtout être soi-même, parce que avec toutes les tendances du Pilate et tout, voilà, on veut satisfaire beaucoup de monde, mais j'attends de voir dans quelques années, surtout si le Pilate comment ça va être, parce que le yoga, on l'a vu, hein, c'était très réseaux sociaux, qui fait la plus belle posture au début, mais est-ce que les gens sont tous capables de faire ça? Bon, ils se sont vite rendus compte, je pense. Sortir dans la confusion du j'ose pas. Je pense à celles qui des fois sont profs, quand on parlait avec le groupe et qui n'osaient pas se montrer sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est marrant parce que quand on se trompe, quand on se montre et quand on parle, c'est là où ça fait réagir, tu sais. Et donc c'est là où tu as le plus d'interaction. Et moi, je dis en fait, il faut oser parler, oser se tromper, faire ce que tu aimes et y aller avec fluidité. Et tu verras que les personnes qui te ressemblent viennent vers toi. Moi, quand j'étais dans un état un peu anxieux, j'attirais les personnes anxieuses, quoi. Du coup, voilà, faut oser. Totalement. Et c'est aussi l'idée et c'est ce que je dis souvent en ce moment, arrêtez de vous comparer aux autres et faire comme les autres, parce que vous allez attirer les personnes qui sont dans leur énergie. C'est-à-dire que si vous faites exactement comme une prof que vous avez vue sur les réseaux, vous allez attirer peut-être des choses qui rentrent dans ses propres choses à travailler, ou dans ses difficultés, et alors que c'est peut-être pas du tout ce genre de personne que vous voulez avoir, en fait. Et puis l'idée de la communication naturelle, oui, en fait, je trouve qu'en 2020, pendant le Covid, ça a commencé à exploser le yoga. Et là, en fait, il y a eu plein de gens qui montraient des postures mais hyper complexes. Ça devenait un peu n'importe quoi, la performance. Déjà, c'est hyper dangereux en plus. Mais du coup, il y a une sorte de fantasme qui s'est créé. Si je veux être prof de yoga, il faut que je fasse des trucs juste dingues. Il faut que je me mette la barre hyper haute. Il faut que j'ai un degré d'exigence. Sauf que en fait, est-ce que ton client, il attend ça? Au contraire, non, ça lui met une pression monstre. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de ça, en fait. Il y a des gens, ils ont envie juste de prendre du temps pour eux. Il y a des gens qui ont envie de reprendre confiance en leur corps. Il y a des gens qui ont envie... Moi, je sais que, personnellement, qui était très sportif, je faisais des semi-marathons, etc. Le yoga, en 2010, ça a complètement changé mon corps, mon apparence physique. Je sentais que tout circulait, en fait. Et c'est ça, aujourd'hui, que les gens ont plus envie de trouver, plutôt que encore de l'apparence, du matérialisme. Et ça, je trouve ça intéressant comment ça évolue dans le temps, et également dans la communication. Aujourd'hui, moi, personnellement, je préfère suivre des gens qui ont des petits comptes et qui sont intéressants et qui apportent vraiment des choses de qualité, plutôt que des trucs hyper marketés où il y a plus aucune humanité dans ce qu'ils font, en fait. Et donc tout le monde y trouve son compte, parce qu'aujourd'hui ça a explosé, quasiment tout le monde parle du yoga, tout le monde s'intéresse à ça, enfin énormément de gens, et ça on s'en rend pas compte, en fait. Au départ, c'était une toute petite activité, ça représentait même pas 5% de la population. Même moi en 2020, quand je donnais des cours, on me disait mais il y a des gens qui s'intéressent à ça, c'était que le tout début avant le Covid. Ouais. Mais là, on a vu, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui imaginent pas que, oui, il y a plein de monde qui s'intéresse à ça, et du coup, il y a plein de gens qui qui cherchent des choses différentes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le sport bien-être, être en forme, de toute façon, avec nos vies de société, je pense que ça a encore plus évolué, donc on a toute la place. Et du coup, c'est quoi le plus beau retour qu'un client t'a fait cette année? Ouais, alors c'est vrai que c'est dur de choisir un retour, parce qu'en fait il y en a eu beaucoup, mais je vais rester dans le domaine de la course, et j'aimerais reprendre de personnes qui m'ont rendu fière. D'abord Anna Delahaye, qui est une marcheuse
Et c'était la première, on va dire, maintenant c'est un espoir des championnats du monde. Donc au début, elle est très très forte dans sa discipline. Elle gagnait beaucoup les championnats de France. Et puis en un mois, on a vu des résultats d'ouverture de hanche parce qu'elle a besoin de fluidité de bassin. Donc en un mois, je pensais pas avoir ces résultats aussi vite. Son coach, son kiné qui voit les résultats et qui lui disent, donc incroyable. Il y a Anna et puis bah Alice Finot que je suis là en ce moment, moi qui prépare les championnats du monde, qui saute des haies. On voit que son amplitude est de plus en plus à augmenter et de plus en plus grande. Donc, voilà, mais je tiens quand même à dire les personnes qui sont pas forcément athlètes et que j'ai réussi à déstresser. Et ça, c'est aussi fort parce que elles sont tellement sous pression des fois que c'est aussi beau à voir, quoi. Bah, c'est aussi une belle performance. Enfin, c'est une belle réussite quand on arrive à atteindre un stade de plus de relâcher aussi. Hein. Super. Et ben, en fait, en tout cas, je pense que les retours, c'est important aussi, et demander des retours, c'est aussi important parce que ça fait partie du fait que bah, ça nous nourrit, on se rend compte qu'on contribue. Et pour moi, le plus beau cadeau dans une activité, c'est de savoir qu'on contribue aussi à mieux, et puis de voir que derrière il y a de la satisfaction. C'est toujours quelque chose de positif et qui encourage encore à continuer. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de ton activité? Est-ce qu'elle te nourrit, sincèrement, autant que tu arrives à nourrir les autres? Oui, alors au début, elle m'a beaucoup nourrie. Et puis après, on se retrouve à une petite pause où on se dit bon, ça me nourrit un peu moins, j'ai besoin de réapprendre pour retransmettre. Donc il y a eu ça. Alors au début, je voulais énormément me former. C'est bien de se former, mais c'est surtout avec le Pilate et même aussi avec ton accompagnement où je me nourris grâce à l'accompagnement personnalisé, même en petits groupes. Enfin, en fait, je me nourris parce que j'apprends des gens, et en plus on peut aller en profondeur plus vite parce que un accompagnement personnalisé, c'est quand même une autre dimension que du collectif. Ouais, ça me donne de l'élan de suivre des gens à Toulouse. À Toulouse, en cours collectif, là, comme je suis maintenant, j'arrive à accompagner des gens en cours collectif, mais je reçois moins en retour, honnêtement. Voilà, donc il y a moins d'échanges. Et pour moi, l'échange, c'est hyper précieux parce qu'on donne, en tant que prof, on donne énormément, mais qui nous donne en retour, bon, voilà, on aime bien avoir un retour, quoi. Okay. Bah, c'est ça, c'est sûr que le collectif, c'est pas, tu vas moins en profondeur, tu grandis moins aussi dans ta spécialisation parce que tu t'as pas le temps, en fait. Tu peux pas être partout. Moi, je sais que je voyais même, là, j'ai des profs me disent, oui, mais là, j'ai une fille qui va accoucher. Mais je dis, bah oui, mais tu peux pas gérer 30 personnes et puis une fille qui va accoucher. Enfin, à un moment donné, arrêtez de vous mettre la barre, vous n'êtes pas des superwomen. Et justement, oui, le collectif, ben, tu peux pas être partout et souvent, ben, ouais, t'as moins de reconnaissance, les gens ils viennent un petit peu, c'est pas la même chose en fait. Et je pense qu'à un moment, quand on a fait plusieurs mois comme ça, voire plusieurs années, on a envie aussi de basculer aussi sur l'accompagnement. Et ça, quand on accompagne quelqu'un, c'est tellement plus nourrissant pour chacun, quoi. Moi, j'ai envie de faire un petit parenthèse un peu vulnérabilité, si t'es OK. Ouais. Et j'aimerais qu'on puisse, parce que dans un parcours, dans un passage de transformation, d'évolution, de passage de palier dans son activité, il n'y a pas que tout n'est pas, on n'est pas sur Instagram à dire oui, tout est beau, etc. Il y a aussi des moments de doute. Et justement, est-ce qu'il y a eu cette année, pour toi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti au bord de la fatigue, du découragement, et comment tu as pu le traverser? Alors oui, je dis, j'ai eu un grand moment de découragement, de remise en question. Moi, je voudrais juste préciser que de base, je viens d'une famille très travailleur et que pour moi, le travail, c'était très imposant dans une vie, alors que
S'apprendre à s'écouter, c'est aussi le job. Donc voilà, au début, j'étais à beaucoup d'heures de cours en studio. Je vais le dire honnêtement, hein, j'étais à presque des fois 24-25 heures en studio. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça passe. Et milieu d'année, Noël, quoi, j'ai fait un burn-out. Alors, crise d'angoisse qui arrive au début. Même plus le plaisir de donner cours. Et je me demandais vraiment si c'était un métier que j'allais garder toute ma vie. Je me reposais la question si j'allais pas retrouver un CDI pour avoir une sécurité. Et puis ce moment de burn-out, je me suis fait accompagner. Heureusement que tu étais là, c'est vrai, parce que tu m'as aidé à être organisée, aussi à me donner en priorité, parce que on fait notre to-do list, mais c'est difficile de se mettre du temps à soi dans cette to-do. Donc ça, et des petits automatismes du genre ta to-do, elle fait 15 lignes, mais pourquoi t'en prendrais pas que 3 par jour et puis faire ces 3 choses. J'ai appris aussi à être patiente. Une chose arrivait à la fois. Tu me répétais que c'était un marathon. Ce business est un marathon et voilà. Donc, je voulais prouver quelque chose au début et en fait, je me suis perdue. Et encore aujourd'hui, hein, quand on est proche, il faut pratiquer pour soi. La pratique personnelle est super importante. Franchement, elle fait 50% du travail. Moi, je le vois aujourd'hui en pilote surtout. Bah après, ce qui est important de dire, et on est tous humains, et surtout quand on est en développement d'activité, bah ouais, il n'y a pas que, on n'est pas toujours waouh, waouh, il y a des moments de doute, il y a des moments de fatigue, et c'est, je dirais, dans ces moments-là qu'on apprend le plus de nous, et souvent, après ce moment-là, il se passe plein de belles choses. Si on a appris les leçons, c'est souvent des moments fatidiques qui nous amènent à passer à un stade. Mais même moi, j'ai eu des périodes comme ça où franchement, c'était très difficile, plein de remises en question. Et en fait, jusqu'à ce que tu comprends pas encore, c'est un peu comme la vie. Tant que tu comprends pas la leçon, on t'amène des obstacles et tu commences à sombrer. Et puis là, d'un coup, tu comprends la leçon et là, paf, tu changes complètement et il y a un truc tu retrouves de l'énergie et là, t'as des synchronicités qui arrivent, t'as des clients qui arrivent, tu sais pas d'où. Il y a plein de choses qui ont lâché et souvent, c'est aussi le dé de ralentir plutôt que d'accélérer dans certains moments parce que le fait de ralentir, ça va te mettre dans une autre énergie, tu vas attirer des nouvelles personnes où tu vas prendre la décision de dire au revoir à certaines choses qui ne te conviennent plus. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'identité, parce que quand on démarre cette activité, personne n'est né prof de yoga, hein, clairement. Encore moins en France, et déjà, ça n'existe pas. Mais c'est surtout, en fait, tu bascules, tu changes d'identité. Et changer d'identité, c'est comme si tu faisais une renaissance, en fait. Tu vois, comme un enfant, il naît, c'est turbulent. Hein. Donc, le changement d'identité, ça passe par des phases de contraction, d'expansion, et il y a des passages à faire, et parfois ces passages sont un peu plus douloureux, mais justement c'est ce moment-là il faut aller ramener du concret, il faut aller ramener de l'organisation, il faut pas partir dans ces travers d'être dans tous les sens, il faut justement revenir à soi et ralentir, ça fait aussi beaucoup de bien par rapport à ça. Justement, c'est toujours une expérience, donc dans cette transformation intérieure que tu as vécue aussi, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Peut-être, est-ce qu'il y a une ancienne croyance, une peur, une manière de faire que tu as décidé de mettre de côté ou dire ça y est, c'est fini? C'est pas encore bien une habitude, mais c'est fini de ne pas prévoir mes cours pour moi, de me donner le temps le matin pour peut-être me réveiller un peu plus tôt et respirer. Ouais, je me nourris en me donnant des rendez-vous avec moi-même, tu vois. Ouais, je pense à ça, des moments de rien aussi, parce que ça, je l'avais pas compris au début. Je pensais que se donner du temps, c'était faire du yoga, aller courir. Mais non, en fait, aussi savoir se reposer.
juste ne rien faire dans une journée off, ça apporte énormément. Donc savoir ne rien faire. J'ai un de mes mentors qui travaille beaucoup sur la performance et il m'a toujours dit le repos est un non négociable de la performance en fait. Ça fait partie de la performance. Si tu te reposes pas, t'es pas dans la performance en fait. C'est dingue hein, mais c'est un élément pleinement et entièrement obligatoire pour pouvoir réussir. Et quand on est exigeant, quand on veut bien faire les choses, et ben justement, si tu passes à côté de ça, ben tu passes complètement à côté de ce que tu dois aussi avoir dans ton rythme de vie. Et dans toutes les activités. Moi, aujourd'hui, je côtoie des entrepreneurs qui sont très développés. On est toujours sur le même sujet. C'est ton repos fait partie pleinement et entièrement de ta performance. Si tu prends pas le temps pour toi, si tu te mets de côté, et ben à un moment ça dérape et ça marche plus. Et ça, c'est vrai, t'as raison. Et on parlait de récupération pour un sportif, c'est pareil pour nous, quoi. C'est vrai. Ah, bien sûr, ouais. Et ben moi, j'aimerais qu'on puisse revenir un peu en arrière. Si tu pouvais souffler quelque chose à l'oreille de Joséphine il y a 1 an, celle qui était en construction, qui était en train de se développer, qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul que tu as depuis par rapport à l'année dernière? Je lui dirais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Sois confiante, sois patiente aussi, sois patiente. Et tu vas faire ta place. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est rester fidèle à toi-même, continuer à t'enrichir, mais aussi d'être dans la tendance, parce que ça, j'insiste, on veut tout le temps être en formation, apprendre et tout, mais savoir capter la tendance, savoir se vendre, c'est aussi très important. Je lui dirais de respirer, ouais, de continuer, quoi, qu'elle est sur la bonne voie. Je dirais par extension, ça vaut pour tous les gens qui écoutent, ici cette vidéo, parce que en effet, quand on prend ce recul et puis se dire, oui, garde espoir, continue, aie confiance, sois patiente, tout ça, en fait, oui, ça fait partie. On veut toujours que ça aille hyper vite, on veut toujours griller les étapes, sauf que pendant tout un parcours d'une année, on se rend pas compte de tout ce qu'on a fait, en fait. C'est que quand on fait moi j'aime bien, à chaque fin d'année, je fais le récap de ce qui s'est passé dans l'année et des fois on se dit mais waouh, c'est dingue. Et sauf que quand on est dans le court terme, on n'en a pas toujours conscience, on est dans l'hyper-exigence de nous-mêmes parfois et on perd l'espace de se dire déjà bravo quoi. Bravo d'être là, bravo de continuer, bravo d'avoir envie d'évoluer. Je trouve ça magique, quoi. Il y a plein de gens qui font jamais ça dans leur vie. Ouais, c'est vrai. Okay. Eh ben, merci beaucoup, Joséphine. En tout cas, pour cette interview. Je pense que ça a pu aussi nourrir des réflexions, de l'inspiration pour beaucoup de gens. Et puis, moi, j'aimerais que tu puisses me dire où on peut te trouver, s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec toi sur leur performance, sur des projets de compétition ou autres, et qui ont adoré ton énergie. Comment ils peuvent te contacter? Comment ils peuvent travailler avec toi? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis sur Instagram principalement, c'est joséphine.yogi. Je réponds aux messages. Après, je suis pas trop sur Facebook, mais j'ai aussi une page Facebook, le même nom, joséphine.yogi aussi. De toute façon, je mettrai tes coordonnées sous cette vidéo pour les personnes qui veulent te contacter. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour avoir été présente dans cette interview. Ce que je pourrais dire aussi, c'est continue comme ça, parce que quand on a ce côté persévérant, avoir envie de bien faire les choses et aussi bien faire les choses pour sa clientèle, le parcours, il fait que commencer, clairement. Et j'ai hâte de voir les prochaines années et ton évolution et de voir toute la posture que tu vas construire avec en plus toutes les personnes, les professionnels que tu vas permettre améliorer leur performance, améliorer leur chemin dans la performance aussi. Je tiens aussi vraiment à te remercier pour la confiance que tu m'as donnée, pour aussi, je pense que j'ai gagné énormément de temps grâce à toi sur la construction de mon business, donc merci à toi.
Eh ben, avec plaisir. Eh ben, j'espère que cet épisode aura pu vous plaire, vous aura inspiré. N'hésitez pas aussi à échanger, à le partager. Et puis bon, on se retrouve dans un prochain épisode, interview ou échange dans votre pratique dans les prochaines semaines.